Bonjour Maxime, Bonjour. bienvenue à ce micro. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui pour discuter. Donc Maxime, tu es enseignant, auteur, conférencier et entrepreneur. Tu es aussi très présent sur LinkedIn où tu postes quotidiennement et tu cumules un total de 35 millions de vues en 2022, c'est ça, les chiffres sont exacts? Oui, alors 2022-2023, sur un an, on va Ok, dire. sur un an. Et toutes tes activités ont un fil rouge, c'est ton intérêt pour la relation entre les technologies, nos civilisations et les territoires. Bien évidemment, on va avoir tout le temps de reparler de ce triptyque et tes multiples casquettes tout au long de cet entretien. Pour commencer, ce podcast il s'appelle Dessine-moi un futur désirable et pour une fois j'ai envie de commencer par là. Maxime, c'est quoi ta vision d'un futur désirable? Alors, futur désirable, c'est déjà un futur dans lequel l'humanité trouve sa place, vit, idéalement, vit bien, il trouve le bonheur, réussit à cohabiter avec les autres formes du vivant qui composent, qui tissent notre habitat commun. Oui. Donc c'est un futur dans lequel on a trouvé un équilibre. Quel équilibre? Ça, c'est une question qui est déjà un petit peu plus compliquée à résoudre. Pourquoi? Parce qu'on a chacun probablement notre vision de ce qui fait le bonheur. Mon travail consiste à considérer que la condition de la vie, c'est un rapport équilibré avec le territoire, parce que le territoire, au sens de l'espace vécu sur lequel le temps s'applique, donc cette espèce de rencontre entre l'espace et le temps qui est la base de la vie, ce territoire-là est tout autour de nous, mais aussi en nous, au Mhm. sens philosophique, mais aussi au sens purement matériel. Je veux dire, on est composé de matière, de carbone, de minéraux, de fer, d'or. Ouais. On a tout ce territoire à l'intérieur et à l'extérieur de nous, donc d'une certaine manière, la relation qu'on développe avec le territoire est la condition à notre existence. Donc, pour moi, un futur désirable, c'est un futur dans lequel on a réussi à résoudre, enfin, à réduire ce déséquilibre qui se creuse dans notre relation au territoire. Ça passe par aller corriger les liens d'attachement, les interactions, tout ce qui peut concerner notre relation au territoire. Et au Est-ce que tu as premier, un oui. exemple sur ce sujet à nous donner? Parce que Ah, j'en ai ça plein. commence philosophique dès le début. Ouais. Du coup, peut-être pour qu'on se représente ce que ça pourrait vouloir dire concrètement. Concrètement, en fait, ça c'est la dimension concrète, ce que j'ai fait, ce Ok. que j'ai proposé là. Ensuite, on peut prendre des dimensions de cet échange permanent qu'on entretient avec le territoire qui nous entoure. On peut en prendre un, par exemple, au hasard, l'énergie. Mhm. L'énergie qu'on consomme, l'énergie qu'on produit. Aujourd'hui, à l'échelle planétaire, on consomme beaucoup d'énergie, on en produit peu. On consomme beaucoup de pétrole, qui est le fruit de la décomposition d'organismes marins d'il y a 65 millions d'années, Ouais. du charbon, qui est le résultat de dépôts fossiles d'une grande forêt pluviale qui date de 360 à 300 millions d'années. En fait, on consomme une énergie colossale. Donc on est vraiment en déficit permanent dans notre rapport entre l'énergie qu'on consomme et l'énergie qu'on produit. Alors, j'avais ce débat il y a quelques jours avec quelqu'un dans une conférence qui me disait mais monsieur, c'est beau ce que vous dites, mais nous on est condamnés à consommer l'énergie, on ne sait pas en produire, on ne produit pas d'énergie, nous êtres humains on Mhm. fait que consommer. Ce à quoi je réponds non, regardez, vous plantez une forêt, vous produisez l'énergie, vous produisez quelque chose. Si on fait naître et qu'on fait croître de la vie autour de nous, eh ben, on devient producteur d'énergie. Donc prenons le cas de l'énergie, eh ben, il y a une possibilité d'aller rééquilibrer ce rapport. Mais on peut le faire avec la biodiversité, on peut le faire avec la matière qu'on consomme, la matière première, la pierre, les métaux, le bois, la forêt. On peut le faire avec l'eau, on peut le faire aussi tout simplement avec les récits qu'on se raconte, la vision, l'imaginaire qu'on développe dans notre relation avec le territoire. Comment est-ce qu'on le perçoit, comment est-ce qu'on Mhm. le conçoit. Donc il y a plein de dimensions. Pour moi, un futur désirable, c'est un futur dans lequel on s'est réconcilié avec notre territoire. Et aujourd'hui, est-ce que tu as des pistes sur lesquelles on peut déjà, à l'échelle individuelle ou à l'échelle des entreprises, agir pour se réconcilier? Ouais, la première étape, c'est d'élever notre conscience de ces interactions avec le territoire.
Et comment on fait pour ça? Alors, il y en a plein de façons. La manière la plus évidente, et qui est d'ailleurs la réponse à laquelle les organisations pensent en premier, c'est d'aller collecter des données. Donc, c'est d'aller chercher de l'information. Ouais. Donc, ça passe par des systèmes techniques, ça passe par le numérique, ça passe aussi par la science, qui collecte des données en permanence. Mhm. Donc, il y a cette dimension-là qui peut nous aider à avoir conscience, à accumuler un capital de connaissances pour décortiquer, pour analyser notre relation au territoire. Donc là, on peut parler notamment des données sur l'impact qu'un acteur peut avoir sur son environnement, par exemple? Voilà, par exemple des données d'impact, mais aussi des données géographiques, par exemple. Ouais. Les entreprises vont assez peu utiliser de données géographiques aujourd'hui. C'est quelque chose pour lequel je milite. Moi, j'ai envie que les entreprises, quelles qu'elles soient, commencent à intégrer dans leur modèle une représentation du territoire qui passe par des cartes, par exemple. C'est ce qui s'appelle les systèmes d'information géographique. On est assez peu mature, sauf certaines entreprises dont le métier est vraiment d'aller travailler l'aménagement du territoire, par exemple, Ouais. des constructeurs ou des transporteurs. Mais si vous êtes une banque ou un assureur, vous travaillez dans les services, vous avez assez peu de conscience géographique du territoire. Or, une banque ou un assureur n'a pas aucun impact sur le territoire, bien au contraire. Voilà, ça c'est un premier niveau qui va être le niveau de conscience de la collecte de données, mais il y en a d'autres, des niveaux. Il y a des niveaux qui relèvent davantage de ce qui s'appelle le cosmologique en anthropologie. Moi, j'enseigne l'anthropologie à Sciences Po. Donc il va y avoir vraiment cette dimension très donnée, très mesure, analyse. Après, il va y avoir une dimension qui est beaucoup plus expérientielle, la dimension sensorielle de notre rapport au monde. Ce qu'on constate, c'est que dans les milieux urbains, dans les sociétés occidentales, le rapport au territoire, la dimension sensorielle du rapport au territoire est en chute libre. On a même des enfants, ça s'est vu, des enfants qui arrivent dans des classes vertes et qui n'ont jamais mis les pieds nus dans des pelouses. Oui, c'est assez dingue. On se retrouve à des niveaux d'éloignement, de dimension sensorielle du territoire qui nous coupent de la conscience de l'habitat dans lequel nous vivons. Donc ça, c'est une dimension qui n'est pas du tout négligeable, la dimension sensorielle. Aller observer un coucher de soleil, voir la mer, sentir la forêt autour de soi, c'est des choses qui élèvent notre conscience du territoire. Et c'est quelque chose qui, pour moi, devrait être intégré de plus en plus dans les parcours éducatifs de l'éducation nationale, par exemple. C'est des pistes. Donc, deuxième dimension sensorielle, et puis ensuite une troisième dimension, puis une quatrième. La troisième, ça va relever vraiment du récit, de l'imaginaire, des contes, des légendes, des représentations qu'on s'en fait. Il y a toute une dimension qui s'appelle cosmogonie. Ça va être comment est-ce que nous, on raconte l'histoire de la création du monde. Ouais. Les déluges, les récits de fin du monde, quelle représentation on en a, ou tout simplement le patrimoine historique, la connaissance de la culture d'un territoire, d'un terroir. Tout ça, ça fait partie aussi de la représentation du territoire et donc de la conscience qu'on s'en fait. Et puis un dernier niveau, c'est un peu moins évident à comprendre, mais c'est vraiment au cœur de mon sujet, c'est que nous percevons le monde à travers des systèmes techniques. C'est-à-dire que nous percevons le monde à travers des technologies qui vont filtrer ou moduler la perception que l'on développe du territoire qui nous entoure. C'est valable pour toute technologie, puisque en anthropologie technique, on démontre bien que un système technique a une propriété, c'est qu'elle module notre perception de l'espace et du temps. En fait, elle a une dimension spatio-temporelle. Ça marche avec le feu. Le feu change notre rapport au temps et à l'espace. On voit plus loin la nuit, on peut vivre plus tard, on peut vivre la nuit, par exemple. Donc ça change le rapport à l'espace et au temps. Et peut-être, cette question-là, elle attise ma curiosité. Quelles ont été les grandes technologies qui ont marqué des grandes ruptures dans l'histoire? Il y en a énormément. T'en as peut-être une ou deux à nous partager. Tu parlais du feu, mais j'imagine qu'il y en a bien d'autres. En fait, j'ai établi un petit panorama d'une catégorie de technologies qui s'appelle les technologies cognitives. En anglais, ça s'appelle Mind Technologies. Ce sont les technologies de l'information et de la communication, on va dire. Ça part du langage, qui est une technologie, qui est une technique, si vous voulez.
mais aussi l'écriture, l'imprimerie, le numérique, l'alphabet, etc. Sont des catégories de technologies qui... alors j'utilise le mot technologie improprement, hein, j'utilise à l'américaine, on devrait dire technique. Mais bon, aujourd'hui, dans le langage commun, on utilise souvent le terme technologie. On pourrait revenir sur la différence entre technologie et technique, mais c'est un détail pour l'instant. Donc voilà, moi j'ai étudié l'impact de l'apparition de ces grandes technologies cognitives sur la représentation du monde. Et ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, il y a des bouleversements sociétaux, historiques, culturels, politiques, cosmologiques, ça veut dire de représentation du monde, qui sont colossaux. Mais en fait, on pourrait aussi faire l'histoire du transport et montrer à quel point l'apparition de grandes ruptures technologiques dans le domaine du transport a transformé la perception de l'espace et du temps. Quand le train est apparu, la conquête de l'Amérique, par exemple, s'est faite notamment au travers du train. Ça a changé la perception du monde. L'avion, au XXe siècle, a changé notre perception du monde. Et moi, j'ai lancé, parmi mes initiatives, j'ai lancé en 2020 une coopérative de transport de passagers en voilier. Ça s'appelle SailCoop, comme Biocoop, SailCoop comme coopérative. Et l'idée, c'est de transporter des passagers en voilier comme alternative au transport carboné, donc comme alternative à l'avion, par exemple. Et donc, on a fait une trentaine d'allers-retours sur la première année, l'été dernier, avec nos bateaux qui transportent, qui ont 10 couchages entre la France et la Corse. D'accord. Vous partez de la Côte d'Azur à 18h le soir et vous arrivez à 8h ou 10h du matin à Calvi, en Corse, après avoir vécu une expérience sensorielle, une expérience naturelle, une expérience cosmologique au final, très, on va dire, hors du commun. Et donc là, les passagers skippent le bateau avec une équipe, non, sont invités. Il y a des skippers professionnels. On est vraiment sur sécurité maximale, donc c'est pour ça que ça coûte 200 €, c'est-à-dire un peu cher pour l'instant, mais bon, on espère qu'on réussira à faire baisser les tarifs, mais on a deux skippers professionnels qui assurent le bateau, et puis parfois certains passagers peuvent aussi un petit peu, de toute façon, participent toujours sur un bateau. Effectivement. Ce que je veux dire, c'est que la perception qu'on se fait du territoire quand on décide d'aller en Corse pour une semaine ou 15 jours de vacances n'est pas du tout la même selon le mode de transport que l'on utilise pour s'y rendre. Et donc là, ça veut bien dire quoi ? Ça veut bien dire que les systèmes techniques jouent un rôle de filtre ou de modulateur de la perception du territoire, la perception du monde. Si vous allez en avion depuis Paris, vous mettez 45 minutes, vous arrivez à Figari, vous êtes en Corse, hop, boum, vous passez d'un monde à l'autre. Alors que si vous traversez la France et que vous prenez le bateau, vous avez une conscience qui est différente de l'espace et du temps. Donc voilà, donc on pourrait faire le transport, mais on pourrait aussi faire l'habitat, par exemple, l'architecture, c'est passionnant. On pourrait faire. J'ai créé une matrice, en fait. J'ai imaginé une matrice avec 9 grandes catégories. L'agriculture aussi, l'alimentation, la santé, la médecine, par exemple. Vous avez tout un tas des catégories de systèmes techniques comme ça qui jouent un grand rôle dans notre perception de l'espace et du temps, et donc dans notre perception du monde et du territoire. Donc, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire qu'il y a une 4e catégorie qui est cruciale dans cette modification possible, cette amélioration de notre perception du monde, ce sont les systèmes techniques eux-mêmes. On l'oublie, mais en fait, en utilisant tel ou tel système technique, on modifie notre perception du monde. Et c'est ça qui m'amène à mon cours, qui m'a amené, ou qui résulte de mon cours à Sciences Po, qui s'appelle la programmation du monde. Parce que ce que ça induit, tout ça, c'est que les systèmes techniques qui nous entourent sont tellement présents aujourd'hui, sont tellement incrustés dans notre réalité, qu'ils programment notre interaction avec le territoire qui nous entoure. Et donc la programmation du monde, c'est à la fois l'idée qu'il faut réaliser que notre interaction avec le territoire est préprogrammée, et qu'en fait on est dedans et qu'on a énormément de mal à s'en sortir, parce que l'aménagement du territoire fait que si vous vous déplacez d'un point à un autre, vous n'avez pas beaucoup de choix de modalités de transport, par exemple. C'est un seul exemple. Parce que c'est programmé, ça a été programmé par des programmes d'aménagement du territoire. C'est qu'un exemple, c'est pareil pour le numérique, c'est pareil pour à l'intérieur de votre maison, etc. Donc la programmation du monde, c'est à la fois réaliser à quel point notre relation au territoire est pré-programmée, mais c'est aussi réaliser qu'on a la possibilité d'écrire
en reprenant d'une certaine manière le contrôle des orientations techniques, d'écrire une relation avec le monde. Parce que jardiner, c'est aussi programmer quelque chose. C'est aussi se dire, je vais planter à telle époque de l'année, je vais nettoyer à telle autre, je vais récolter à telle autre. C'est un rapport au temps. Programmer, ça veut dire pré-écrire, littéralement, hein, du grec. Programma, c'est pré-écrire. Donc c'est avoir une conscience de la durée et de l'avenir, justement, du futur désirable. Programmation du monde, j'ai des gens qui disent oh, c'est flippant. Mais ça peut faire un peu peur. C'est flippant, c'est cette idée qu'on est enfermé dans des codes, qu'on est enfermé. Oui, c'est une partie de ce que je veux dire. Mais programmation du monde aussi, c'est à nous de l'inventer, l'avenir. À nous de l'écrire. En fait, il faut cesser de se dire, alors on peut le faire, hein, mais on pourrait cesser de se dire que notre interaction avec le territoire est le fruit du hasard. Non, on est dans un monde dans lequel on pose une empreinte très forte. Et l'idée, c'est d'avoir conscience de ces contraintes et aussi potentiellement de pouvoir s'en libérer et choisir la relation qu'on veut développer avec le territoire qui nous entoure. Et justement, sur cette question du choix et de la construction de l'avenir, aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu perçois comme étant les grands chemins vers lesquels on peut potentiellement se diriger? Finalement, c'est à nous de choisir. Et c'est quoi si on est un carrefour, là, ce serait quoi les grands chemins? J'accompagne, alors j'ai cette casquette d'entrepreneur, j'ai parlé de Selcop, j'ai pas parlé du Printemps écologique, qui est un réseau d'éco-syndicats qu'on a lancé en 2018-2019, qui vise justement à amener dans le dialogue social ces questions technologiques, écologiques, parce qu'elles ont des implications sociales profondes. Mais j'ai aussi un petit véhicule de conseil que j'ai appelé Alma Mater, et qui me permet d'aller au contact de COMEX, de CODIR, de boîtes de taille variée. Ça peut être des CAC 40, des énormes constructeurs, mais ça peut aussi être des boîtes plus ancrées dans un territoire, type PME. Ce qui me permet, moi, de voir justement comment des organisations de taille et d'activités variées développent une relation avec le territoire. Et ce que je constate, en résumé, pour répondre directement à la question, c'est qu'il y a deux grandes fourches qui correspondent à ces enjeux, ceux dont je parle. Et les dirigeants d'entreprises, de PME ou les administrateurs de grands groupes sont souvent à la croisée de ces chemins-là et hésitent. La première fourche, c'est celle du dilemme entre technologie, ce qu'on pourrait appeler technologisme. C'est une croyance en l'idée que les innovations techniques vont résoudre nos problèmes d'équilibre ou de déséquilibre avec le territoire. Donc la solution viendrait de l'innovation, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore les clés, on n'a pas encore les moyens techniques de résoudre les problèmes, mais ça va arriver. Donc c'est une forme de croyance, hein, c'est un système de croyance. Technologisme, ça peut aller très loin. Ça peut aller jusqu'au transhumanisme, ça peut aller jusqu'à la quête de l'immortalité de Jeff Bezos, d'Elon Musk et compagnie. Voilà. Okay. En gros, c'est toute cette branche-là, mais qui attire par son potentiel attractif. On est sur un univers fictif quasi infini, et ça fait du bien d'avoir cet horizon ouvert. Et puis aussi, ça excite la curiosité. Et puis, donc, ça a un potentiel attractif très fort. Et le deuxième, c'est ce qu'on pourrait appeler... donc moi, j'appelle ça Homo Deus. Donc, Dieu. Ouais, ça reprend Harari qui a écrit Sapiens, cette idée que l'homme, en fait, va, au travers de sa puissance technique, résoudre un peu tous les problèmes et va avoir entre les mains les outils pour transformer le monde. Derrière, il y a la géo-ingénierie, il y a le transhumanisme, il y a voilà, tous ces excès qui vont faire appel demain et déjà aujourd'hui, en fait, à des questions d'éthique technologique, de bioéthique, etc. Et j'imagine que la sortie de OpenAI, la sortie de ChatGPT accessible au grand public vient aussi nourrir quelque part ces croyances-là sur le fait que... Oui, alors, nourrir ces croyances, en effet, sans doute. Oui. En tout cas, c'est l'immersion dans le grand public d'une technologie de dialogue, d'intelligence artificielle au sens d'un dialogue automatique qui est très performant. Après, c'est très léger, ChatGPT, en termes d'enjeux techniques. Par contre, c'est clair que ça a un très gros impact sur l'image qu'on se fait des évolutions technologiques. Oui. Donc ça, c'est ta première fourche. Ouais, en face de ça, il y a ce qu'on pourrait appeler les écologismes. C'est-à-dire l'idée, quelque part, qu'au contraire, il faut réduire. Il faut réduire notre dépendance au système technique, il faut retourner à la Terre, il faut faire preuve d'une humilité vis-à-vis du monde qui nous entoure. Il faut débrancher, il faut retourner à la Terre.
Et là aussi, on va trouver des gourous, des prophètes. Hein. La figure de Greta Thunberg, par exemple, elle a tout de la figure de prophète. Ça me fait Ouais. penser à des martyrs chrétiens du début du millénaire. Est-ce que quelqu'un comme Yvon Chouinard de Patagonia aussi est dans ce milieu-là? Alors c'est une figure internationale, mais je crois pas qu'il revêt quand même les vêtements du prophète D'accord. comme Comme Greta Greta, ouais. Thunberg, ouais, qui a, je trouve, vraiment une histoire un peu de martyr qui fait penser à voilà, c'est des Blandines, des martyrs chrétiens du Mhm. deuxième siècle après Jésus-Christ. Il y a ce côté souffrance, il y a ce côté euh, qui est vraiment qui sonne religieux, hein, qui sonne d'ailleurs très judéo-chrétien. Donc les écologismes. D'un côté les technologismes, de l'autre côté les écologismes. Je pense que et la sobriété et l'idée du moins. Hein, Mhm. et donc on se retrouve avec un choix à faire. Moi, une partie de mon discours, c'est justement de démontrer qu'il y a des obscurantismes et qu'il y a des dangers dans ces deux voies à l'extrême, et que l'idée est sans doute de réorienter la puissance technique vers la sobriété. Ce qui n'est Ok. pas tout à fait la même chose que de débrancher, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de croire que de toute façon, en accélérant, on va trouver des solutions. Ça, c'est la première fourche. Et en fait, souvent, les dirigeants sont coincés entre les deux. Ils savent pas trop s'ils doivent mettre plus d'innovation, plus de R&D, avoir confiance dans les techniques et se dire, on va résoudre les problèmes par notre inventivité et par la recherche et la science et l'innovation. Ou alors, à l'inverse, non, il faudrait peut-être ralentir un peu, lever le pied, rechercher de la sobriété, nous réconcilier avec l'eau, la terre, la mer. Voilà, on sent bien que chez les dirigeants, il y a ce dilemme. Deuxième dilemme, deuxième fourche, celui du rapport à la crise possible, liée notamment aux enjeux écologiques et territoriaux. Les crises qui sont possibles, elles sont multiples. Ça peut être des crises de rupture d'approvisionnement, ça peut être des crises de matières premières, ça Mhm. peut être l'explosion de coûts énergétiques ou du cuivre ou du blé. Donc il y a tout un tas de crises potentielles, et donc du coup les dirigeants se posent souvent la question, qu'est-ce que je fais moi par rapport à l'avenir avec mon organisation? J'ai deux options. Soit j'accélère, je développe la croissance à fond, parce que je me doute bien que s'il y a des crises, il y aura plus de ressources pour tout le monde. Donc, il faut m'assurer d'avoir une part du gâteau au moment où ça craque. Et donc, j'accélère pour être en position de force, ou être au Ok. maximum en position de force quand ça craque, si ça craque. Et donc là, du coup, on a une espèce d'appel à la croissance, voire même un appel à l'accélération, avec l'idée de compétition, l'idée de compétition projetée en fait sur un temps de crise. Si demain il y a un temps de crise, il faut que je sois fort, il faut que j'ai les moyens de subsister, et ma résilience, je la trouve dans la puissance. Et cette puissance, je la trouve dans une croissance toujours plus rapide. D'accord, ok. Et de l'autre côté, il y a ceux qui vont se dire non, il faut au contraire qu'on transforme notre organisation de façon à la rendre plus résiliente dès maintenant. Et en fait, préparer l'après-crise. Il y a tout un tas d'organisations qui ont déjà opéré des changements de business model de cette façon. Je peux parler parmi les très gros groupes, par exemple, Nexans a fait un travail intéressant. Nexans, ils font des câbles sous-marins. Ils font les câbles sous-marins pour Internet, hein, si je résume, Mhm. mais pas que. Ok. Ils utilisent beaucoup de cuivre. Ils ont réalisé que les réserves mondiales de cuivre, ou en tout cas la chaîne d'approvisionnement du cuivre, l'extraction et la commercialisation du cuivre, était fragile à un horizon de plusieurs décennies, et donc il fallait complètement réorienter le business model vers du réemploi, vers un recyclage intelligent de ces matières, de façon à s'assurer une résilience. Donc on n'est pas dans une quête de je veux toujours plus de cuivre et je vais être en quête de plus de cuivre. On est dans l'idée comment est-ce qu'on crée un business model qui va me permettre de manière intelligente d'optimiser, de rendre mon utilisation du cuivre plus circulaire. Mais du coup, c'est ouais, cette question-là de la transformation, elle m'intéresse parce que là, tu citais donc le cadre d'une entreprise qui a un business model très établi. Qu'est-ce qui se passe dans l'organisation pour qu'à un moment, il y ait cette prise de conscience et ce choix sur cette deuxième option qui est je change mon business model et j'anticipe? Est-ce qu'on touche aux croyances de l'entreprise, à son histoire? Qu'est-ce qui se passe en fait pour que cette transformation, elle s'opère? Ce que je constate, moi, depuis un an, que je conseille des sociétés de taille et de dimension et d'activité variées, c'est quand même
que la plupart du temps, une entreprise n'est pas une démocratie. Et donc que les grands changements profonds viennent souvent d'une personnalité, d'un dirigeant qui tient vraiment soit les cordons de la bourse, soit le gouvernail, quoi. Donc, c'est ce qui n'est pas forcément le cas dans les questions de politique publique. Je vais accompagner des administrations publiques, des collectivités, ou j'ai créé un parcours pour les mines de Paris qui s'appelle Territoire Énergie Climat pour les services du Premier ministre et qui s'adresse aussi à des gens comme des préfets ou des administrateurs de territoire. Là, on n'est pas du tout dans les mêmes logiques. C'est-à-dire que pour faire des changements, il ne s'agit pas d'une personne qui va imposer une vision. On est beaucoup plus dans des logiques de gouvernance collaborative où on met tous les acteurs, les partenaires. Pour les grandes boîtes, et même pour les petites, et encore plus pour les petites, mais pour les sociétés privées, comment on change ? En général, c'est en provoquant une prise de conscience chez la bonne personne. C'est dur à dire, mais en fait, souvent, ça dépend d'une personne ou de quelques personnes ensemble qui décident vraiment de mettre un coup sec dans la barre, quoi. Et ce que je constate sur les quelques années, moi, je ne vais pas dire évangélisation, ce serait très dur, mais en tout cas de travail de sensibilisation, d'inspiration et de mobilisation, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui réfléchissent à ces questions-là de relations au territoire pour des questions parfois morales, c'est-à-dire en fait on veut faire le bien, on veut que notre entreprise contribue aux générations futures, prenne soin de nos enfants et de leurs enfants à venir, ou alors c'est pour des questions stratégiques, parce qu'ils sont convaincus qu'en fait leur résilience, leur subsistance dépendent des décisions qu'ils vont prendre maintenant et que le monde est en train de changer sous l'effet des dérèglements climatiques ou de l'épuisement de certaines ressources naturelles, et donc qu'il s'agit pour des raisons vraiment stratégiques de changer de direction. Donc ce que je constate quand même, c'est qu'il y en a beaucoup qui le font. En ce moment, il y a un vrai... Parfois c'est la RSE, parfois c'est vraiment un enjeu de direction générale, de stratégie. Ouais. Parfois c'est des enjeux plutôt de communication et d'image. Il y a différents leviers, quoi. Il y a différents leviers, mais c'est vraiment en train de rentrer par toutes les portes en ce moment. Les vitesses sont pas les mêmes en fonction des organisations. Ça dépend des hommes et des femmes. Donc voilà, pour résumer, 2 grandes fourches, 2 grands dilemmes. Ce premier, c'est cette question du rapport entre technologie et écologie. Est-ce que les deux sont opposés ? Est-ce que les deux sont contradictoires ? Ou au contraire, est-ce qu'il faut faire un choix entre plus de technologie et d'innovation ou au contraire, il faut tout débrancher ? Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la réorientation de notre puissance technologique vers l'équilibre et la sobriété. Et de l'autre côté, il y a ce rapport à la croissance et à la résilience, d'une certaine manière. Est-ce que je suis plus résilient si j'accélère ou si je me consolide ? Ok Maxime, donc effectivement, rapport technologie-écologie, comme première fourche et comme deuxième fourche, la question de la croissance versus la résilience, même si comme d'habitude, la réponse est souvent entre les deux et est un savant équilibre et un savant mélange de tout ça. J'aimerais revenir avec toi sur le sujet des croyances, qui est assez quand même fondamental dans la question de la sensibilisation et aussi du rapport au territoire. Déjà, comment toi tu définis une croyance et comment on fait pour les faire évoluer ? Alors, les croyances, on peut même pas les délimiter. En fait, les croyances, c'est infini, c'est une attitude de croire. C'est un verbe pour moi. Croire, c'est un verbe. Okay. Donc, en fait, il n'y a pas de... Les croyances, ce qui relève des croyances et ce qui ne relève pas de croyances, ça n'a pas vraiment de sens. Les sciences, ce qui résulte des sciences, résulte de croyances. Même si ce sont des croyances qui sont vraiment... plus solides que certaines autres parce qu'elles sont démontrées, elles sont appuyées par des postulats, des argumentations, mais elles sont aussi fondées sur des postulats, des croyances initiales. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des grandes ruptures que Thomas Kuhn, par exemple, a appelées les grandes révolutions scientifiques, qui s'appellent les changements de paradigme. C'est quand, sur plusieurs siècles, on bâtit des édifices scientifiques qui sont parfaitement logiques et cohérents, mais qui sont fondés sur une croyance. Et qui tout à coup, ça s'effondre et donc ça change le paradigme. On se met à relire nos conclusions scientifiques d'une autre manière.
T'as un exemple? Les grandes révolutions scientifiques présentées par Thomas Kuhn, ça va être les révolutions cosmologiques, par exemple l'héliocentrisme, le géocentrisme. On avait bâti toute une analyse du monde dans la cosmographie avant Galilée, Copernic, etc., qui était fondée sur le fait que la Terre était le centre du monde. Mhm. Et donc, du coup, notre analyse des phénomènes physiques jusqu'à l'humanisme et aux Lumières, etc., était parfaitement cohérente sur le plan scientifique, mais ça partait de postulats qui étaient faux. Tout à coup, on réalise que il y a un système solaire, que la Terre gravite autour du système solaire. Newton aussi, avec le phénomène de la gravitation, a changé la façon dont on lit les choses. Einstein, avec la relativité générale, plus récemment, a totalement changé notre représentation du monde. La physique quantique a ouvert des brèches qui remet en question tout un tas de conclusions scientifiques qui ont été formulées au XIXe siècle. Voilà. On est vraiment dans le domaine de la science un peu dure, parce que science fondamentale notamment. Mais tout ça pour dire que ce qui relève des croyances, il n'est pas vraiment possible de circonscrire ce qui relève des croyances et ce qui ne relève pas des croyances. Pour moi, c'est une attitude, c'est un acte de croire. C'est un verbe, croire. C'est une action. Donc, ce à quoi on croit, on le décide pour partie, et puis on nous l'impose, c'est le résultat de déterminisme pour d'autres. Ça passe par la culture, bien sûr, par la société elle-même, par l'éducation, la religion par parfois. la religion, par les récits, par tout un tas d'éléments qui font qu'une société se forme. Une des définitions de la société qu'on pourrait faire, c'est trop réducteur et simpliste, mais c'est ce qui se produit lorsque un groupe d'êtres humains croit ensemble au même vrai et au même faux. Quand le vrai et le faux, et la différence entre le vrai et le faux, est assez faible dans la façon dont on le perçoit communément. Et c'est aussi le caractère identitaire, ce à quoi on s'identifie, est aussi lié aux croyances. Et aussi lié à ce qu'on croit être vrai et ce qu'on croit être faux. Donc c'est un peu tout ça, les croyances. Comment on les change ? On va toucher à des enjeux très profonds, culturels, sociétaux, identitaires. C'est compliqué. Ça passe par la conscience d'un certain nombre d'éléments. Il y a des personnes qui sont très sensibles aux faits, au nombre, à la mesure quantitative des choses, qui disent « moi, je suis factuel ». Et c'est ça qui va les toucher. Il y en a d'autres, au contraire, ils vont être touchés par le lyrisme, par la poésie, par une esthétique, par des mots qui, par leur beauté, vont réussir à toucher des cordes, faire vibrer. Et c'est pas du tout le poids et la mesure des choses qui va les convaincre de quoi que ce soit ou qui va modifier ou altérer leurs croyances. Ça va être plutôt cette dimension esthétique, poétique. Cette question, je trouve ce que tu soulèves, elle est assez intéressante parce qu'effectivement, quand j'ai pu échanger avec plusieurs invités sur le podcast, c'est vrai que la prise de conscience chez eux passait parfois par en fait les faits finalement, de la sensibilisation et la prise de conscience du réchauffement climatique par des graphiques, quelque chose de finalement très scientifique, et parfois juste aussi par le fait de voir une forêt qui se détruit, de voir un écosystème qui se transforme drastiquement. Et finalement, en fait, ce que tu dis là, ça fait écho à aussi, je trouve, la prise de conscience qui émane chez certaines personnes. Et parfois, on va retrouver aussi finalement plusieurs de ces aspects-là qui se développent. Je trouve ça assez intéressant. Oui, une de mes croyances, puisqu'on parle de ça, mais en tout cas à titre individuel, c'est justement que avec un équilibre assez fin entre la rationalité, qui est forcément limitée. En fait, croire qu'on est sur un niveau de rationalité absolu, que ce que l'on présente comme étant vrai ou comme étant faux est totalement rationnel, démontrable, ne souffre d'aucune contestation possible, pour moi c'est une illusion. Même parfois, des gens qui font de l'écologie... Alors, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que j'admire par certains aspects. Par exemple, Monsieur Jean Covici, qui va parler de sobriété énergétique. Je suis d'accord avec vraiment la quasi-totalité de ce qu'il dit, si ce n'est la totalité de ce qu'il dit. Ouais. Mais par contre, il va présenter ses arguments un petit peu comme si c'était factuel et comme si ça ne souffrait d'aucune contestation possible parce que c'était calculé, parce que c'était rationnel. Et je trouve que c'est ça la limite
de ce type de posture-là, parce que Mhm. en réalité, qu'est-ce qu'il fait, par exemple, Jean Covici? Il va présenter des arguments rationnels qui vont provoquer de l'émotion. Et donc la dimension émotionnelle, dans tous ces sujets-là, on peut pas l'éviter. On est en train de parler du territoire, on est en train de parler de la vie et de la mort, on est en train de parler du futur de nos enfants. Donc en fait, moi j'assume totalement de dire qu'il y a une part d'émotion dans ces sujets-là. Et justement, c'est passionnant ce sujet. Comment l'émotion, elle peut se transcrire en fait? Ah bah alors Quel ça, conseil tu donnerais à Jean Covici pour plus aller justement faire ressortir ce sujet émotionnel? moi je pense que Jean Covici sait très bien le faire. Ok. Sauf qu'il présente son travail comme étant rationnel. Et je trouve que là, il y a quelque chose qui est logique, parce que justement c'est fort, parce que les gens se font toucher par des émotions et ont l'impression que c'est parfaitement logique et cohérent et qu'en fait c'est factuel, donc c'est sûr, donc c'est vrai. Et donc ça marche très bien. Et moi, je soupçonne qu'il est tout à fait conscient de ça. Il sait très bien que ça génère des émotions. Quand il dit on pourra plus prendre l'avion, on Mhm. pourra prendre que 4 fois l'avion dans sa vie demain, il sait très bien qu'il génère une émotion. On est dans une analyse certes très cohérente et très factuelle et très quantitative des choses, mais on est aussi dans un discours qui relève de l'émotion, qui relève de la passion d'une certaine manière. Et moi, je vais. Alors, je ne compare pas mon travail au sien parce qu'il a beaucoup plus d'impact, mais je vais quand même essayer de mettre de la science, de mettre des faits, de mettre de l'analyse rationnelle, mais en assumant totalement qu'il y a une puissance poétique dans notre rapport au territoire qui recèle euh, une grande, un grand potentiel. D'ailleurs, c'est tautologique de dire poésie et potentiel, puisque la poésie, c'est justement ce pouvoir. C'est les mêmes racines Mhm. étymologiques, c'est le pouvoir d'agir sur le monde en Ok, je ne savais générant pas. une action. Et la poésie, le lyrisme, l'émotion, l'esthétique, la beauté, puis il y a différents canaux, il y a différents registres, hein, ça peut être le visuel. Je sais pas, un Yann Arthus Bertrand, quelque part en France, depuis 2003, depuis La Terre vue du ciel et tout Mhm. ça, il a généré chez certaines personnes une prise de conscience, prise de recul sur nos territoires. Bon, là, c'est le niveau graphique, donc un niveau photo, Ouais. assez visuel. Certains pourraient trouver que c'est un peu superficiel, mais après, il y a certaines personnes à l'inverse qui sont très sensibles et avec une image peuvent se plonger et aller très très loin. Et Arthur Bertrand, par exemple, fait ce travail-là. Là, on est sur l'esthétique. Il y a assez peu d'argumentaires rationnels, comptables, comme Jean Covici, quoi. C'est Mhm. une autre façon d'aller taper sur les imaginaires, enfin d'aller toucher les imaginaires. Euh, moi, j'en suis à un stade où ça fait 1 an que je publie ces posts sur LinkedIn. Je vois que ça a vraiment grossi, ça a constitué une audience. J'ai tous les jours des gens qui me disent continuez, continuez, c'est super. Moi, j'aime bien, je fais dire ça à mes enfants. Il y a un bon équilibre dans ce que vous dites. C'est pas culpabilisant et en même temps, c'est lucide. Parce que du coup, l'aspect émotionnel, comment est-ce qu'il ressort dans tes posts? J'alterne, je jongle un peu avec les émotions. Parfois, je vais plutôt insister sur le fruit de l'émotion qui est généré par une lucidité. Voilà, hier matin, j'ai publié un post où on voit des baleines bleues, enfin une baleine bleue dans la baie de Chiloé, donc au Chili, qui a donné son nom au Chili, la région qui a donné son nom au Chili. Et en gros, on voit 700 navires sur une semaine et cette baleine qui est perdue entre les navires, qui n'arrive plus à circuler. Bon, ça génère une émotion, Mhm. ça génère une compassion vis-à-vis de cet animal qui est crucial dans nos écosystèmes et qui est magnifique. Et donc là, bon, bah voilà, ça va générer quelle émotion? Ça va générer une forme de tristesse, une forme de prise de conscience. Mais on fait ça aux baleines, en fait. Je ne savais pas. Donc il y a aussi une lucidité et sans pour autant culpabiliser, puisque je vais présenter plein de pistes de solutions Oui. et pointer des organisations qui les défendent. Et puis parfois, on a des solutions sur des problèmes très précis qui passent par des décisions. Et puis d'autres fois, je vais aller générer plutôt un élan émotionnel positif vis-à-vis du territoire, notamment lié à notre attachement. Et donc je vais aller parler peut-être avec un certain lyrisme d'une espèce animale ou végétale ou d'un territoire lui-même. Oui, bah, écoute, je rebondis sur ce sujet. Moi, j'ai grandi dans l'Aisne et j'ai vu que tu avais écrit un post sur l'Aisne. Oui, Et j'ai du coup, écrit un j'ai post sur l'Aisne. redécouvert l'histoire de l'Aisne au travers de ton post. Oui, Et c'est vrai que ça m'a fait sourire. Ça m'a rappelé effectivement qu'il y avait plein d'événements qui s'étaient passés. Et voilà, ça m'a provoqué une émotion positive. Je me suis dit, ah oui, effectivement, il y a oui. beaucoup d'histoires sur ce territoire.
Bah, par exemple, prenons le cas de l'Aisne. J'ai fait pour quelques départements, mais j'ai pas du tout fait pour 96 départements. Je fais ça un peu au fil de l'inspiration. J'imagine, c'est un sacré travail. Ouais. Puis je sais jamais vraiment trop dans quelle direction je vais aller. J'ai fait l'Ain et l'Aisne. Ok, Voilà. le 1 et le numéro 1, numéro 2. Ouais. L'Aisne, moi j'ai vécu un petit peu en Picardie, j'ai fait mon lycée dans l'Oise, donc j'ai été souvent dans l'Aisne. C'est aussi pour ça que je parle de choses, là en l'occurrence, que j'ai un peu vues et aussi Ouais. des impressions, des sensations que j'ai eues quand j'étais dans l'Aisne. Ce qui est intéressant, c'est que l'Aisne, c'est un des départements qui a le plus gros déficit écologique de France. On le sait pas trop, mais c'est vraiment un département qui est vraiment très abîmé. Quand tu dis déficit écologique, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'en gros, là aujourd'hui, la relation que l'humanité développe avec le territoire qu'on peut circonscrire à l'Aisne, il est vraiment déséquilibré, Mhm. notamment au niveau biodiversité. On a une agriculture chimique qui est très Ouais. intense et en fait, il y a une érosion de la biodiversité qui est plus forte et plus violente que partout ailleurs en France. On a vraiment des problèmes. C'est un territoire qui est abîmé en plus par le XXe siècle, par les guerres, Ouais. Voilà, c'est un Les deux territoire guerres. abîmé. Et paradoxalement, c'est un territoire où le sentiment identitaire est le plus fort en France. C'est-à-dire que les habitants de l'Aisne vivent une frustration vis-à-vis de leur appartenance au territoire, qui d'ailleurs les conduit politiquement à des mouvements identitaires très forts. Mhm. Et moi, je vois un lien entre les deux. Je vois un lien entre ce gros problème de territoire. Les gens sentent bien, je pense, que leur territoire est moribond, qui pourrait être beaucoup plus florissant, qui pourrait être plus épanoui, et qu'à l'inverse, il subit des attaques incessantes, inconscientes, de la part de nos, enfin, qui viennent de nos choix et de nos décisions dans l'Aisne. Voilà. Par exemple, donc ça c'est une manière d'en parler. J'essaie de raconter aussi l'histoire du territoire et de ses habitants et puis ses richesses culinaires, ses spécialités. Voilà, un peu comme le ferait un guide touristique, sauf que Mhm. j'ai pas du tout l'intention de faire un guide touristique. J'ai l'intention d'essayer de repérer les liens d'attachement d'une population avec son propre territoire, les vulnérabilités écologiques, et essayer de développer une conscience d'un territoire qui est un petit peu différente. Donc là, voilà, là on est sur générer des émotions qui sont un peu contradictoires, Mhm. tout en proposant des faits scientifiques, historiques, qui sont rationnels. Et parfois, je vais vraiment être dans une approche très positive, euh, en allant pointer des choses qu'on réalise, qu'on arrive à réaliser en tant qu'humanité, quand on a un élan de responsabilité vis-à-vis du territoire et que c'est magnifique et que c'est à valoriser. Pareil, tu as un exemple de sujet à nous partager? Je peux penser à une population indienne qui s'appelle les Bishnoïs, qui vivent dans un désert dans l'ouest de l'Inde qui s'appelle le désert de Thar. C'est le Rajasthan, c'est pas trop loin du Taj Mahal, grosso modo. Mhm. Ok. Et c'est une des premières populations, c'est un peuple qui est plus très nombreux, mais qui comptait plusieurs centaines de milliers de personnes il y a quelques siècles, et qui était très attaché aux arbres. En fait, ils vivaient dans une zone désert, ils vivent toujours, hein, mais il y a une histoire qui s'est produite il y a quelques siècles qui a résonné et qui résonne encore. Ils vivent dans une région de désert de Thar qui était autrefois une région florissante, probablement une des sources des civilisations, comme l'Égypte et la Mésopotamie. On a découvert des vestiges dans cette région. On parle de la civilisation de l'Indus, très 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 ancienne, avec des systèmes d'écriture qu'on n'a pas encore déchiffrés, un des foyers de notre civilisation humaine. Ok. Et Wow. on estime qu'il y a eu des changements colossaux au niveau géologique, hydrogéologique, qui ont fait que les grandes rivières, les grands fleuves de la région ont détourné leur cours et qu'il y a eu un phénomène de désertification massif. Et donc que la région est devenue un désert. Mhm. Et que cette civilisation s'est probablement effondrée. C'est une des théories, hein, c'est pas un fait prouvé, mais ça fait partie des théories de la région. Et donc on a une population qui vit là-bas, les Bishnoïs, et qui est très attachée justement aux arbres. Pourquoi ? Parce que peut-être ils ont dans leur inconscient collectif ce souvenir de la désertification, d'un changement de leur terre, d'une terre florissante, couverte de végétation, d'animaux et de végétaux, à un désert sec, aride, invivable. Et pourtant, ils vivent encore là-bas, dans le désert de Thar. Mhm. C'est un Ok. peu comme les Fremen pour ceux qui aiment Dune. Je vois des similitudes avec ce film de science-fiction de Frank Herbert, enfin ce livre, cette histoire. Et donc les Bishnoïs, en fait, à une certaine époque, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à une certaine époque, un pouvoir
centrale de la région du sous-continent indien décide d'aller couper les quelques forêts restantes dans cette région. Or, les Bishnoi avaient très bien intégré l'idée que la désertification des sols était freinée par la présence des arbres et des forêts qui arrivaient à alimenter les sols et sous-sols, à maintenir des températures plus faibles, en gros, qui étaient essentielles à la vie. Et donc, ils se sont sacrifiés. En fait, ils se sont unis, ils se sont attachés aux arbres, littéralement, à l'époque, pour Donc empêcher physiquement. Ouais. Et donc, il y a eu un massacre parce qu'ils refusaient... en fait, ils associaient leur propre existence à la présence de ces arbres. Et encore aujourd'hui, des siècles après, les populations Bishnoi ont comme objectif dans la vie de planter un certain nombre d'arbres. Et donc, vivent dans un monde dans lequel la contribution de l'humanité, c'est planter des arbres. Parce que c'est rapporter de l'eau dans le sol. Et donc, ils ont une vision du monde où l'eau se trouve dans le ciel, quelque part, et il faut la ramener dans le sol pour lutter contre la désertification. Bon, voilà, c'est une petite histoire, mais qui vient nous questionner sur le rôle de l'humanité dans la relation entre le ciel, la terre, la végétation. C'est un sujet cosmologique. Et ça passe par des situations très concrètes, parce qu'encore aujourd'hui, les Bishnoi sont confrontés à la désertification et doivent apprendre à vivre avec des pénuries d'eau et un rapport à la végétation qui est très particulier. Voilà, c'est un exemple. Après, j'ai des exemples beaucoup plus concrets, beaucoup plus proches de nous aussi en France. Ouais, bien sûr, j'imagine, mais effectivement, cet exemple, il est assez marquant. Ça me soulève une question. Donc, tu t'es mis à publier tous les jours. Où est-ce que tu trouves toute cette inspiration? Comment tu te nourris? Comment tu décides des sujets que tu vas partager? Et aussi, tout simplement, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé sur ce média? Alors, l'inspiration, vraiment, je pense que je pourrais faire ça tous les jours de ma vie. Il y a vraiment, pour moi, la perception, la conscience, la conception, les enjeux technologiques, les enjeux scientifiques, les enjeux cosmologiques qu'on développe vis-à-vis du territoire sont infinis. Ok. C'est simple, c'est infini. Donc, moi, je peux regarder à droite ou je peux regarder à gauche, il y a quelque chose à dire. Tu dirais quoi là sur... tu ferais un post sur quoi là, sur ce qui nous entoure Je dans sais un pas, studio? regardons la matière. Regardons la matière qui nous entoure. Il y aurait quelque chose à dire sur chacune des matières de la salle qui nous entoure. Ouais, Et donc, ok. d'où est-ce que ça vient? Quelle est l'histoire de... De cette moquette? Voilà, prenons cette moquette. Ouais. Comment elle est constituée? On peut réfléchir aux matériaux qui la composent. On peut réfléchir au chemin qu'elle a suivi pour venir jusqu'ici. On peut réfléchir aux pigments et à la couleur qui la compose. Vraiment, moi, j'ai aucun problème de sujet. C'est Incroyable. plus un problème de temps, c'est plus un problème d'angle, c'est plus un problème justement d'équilibre entre l'information et l'émotion. Voilà, après c'est un exercice d'écriture, mais j'aime bien le faire. Et puis comment je me renseigne, comment je trouve des sources. Je fais aussi un travail un peu esthétique. En fait, il y a 2 ans, juste avant que je fasse ce travail de publication sur LinkedIn, j'ai suivi une formation d'auteur de bande dessinée. D'accord, ok. Parce que j'adore la BD. C'est un média depuis que je suis enfant que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup voyagé grâce à la BD. Par exemple, un personnage comme Corto Maltese, c'est vraiment un héros fondateur de mon adolescence. Alors, j'ai pas la référence, je suis désolée. Corto Maltese, c'est un personnage, de la BD franco-italienne des années 50, 60 jusqu'aux années 80. Ok. 60, je pense, ça commence dans les années 60. 70, 80, je crois que c'est l'âge d'or. C'est un auteur vénitien qui s'appelle Hugo Pratt et c'est vraiment un des héros cultes de la bande dessinée européenne. C'est un chasseur de trésors du début du XXe siècle qui parcourt le monde à la recherche de trésors enfouis. C'est pas forcément des pirates, ça peut être des histoires liées à l'art, à la culture, à des guerres, à des pirates aussi un peu. Et donc voilà, c'est vraiment très l'âge d'or de l'exploration au début du XXe siècle. Corto Maltese, c'est un personnage superbe, vraiment très très beau. Et qui, moi, je pense, m'a donné l'envie d'explorer le monde et puis cette sensibilité vis-à-vis du territoire et de la géographie. Mais bon, il y en a d'autres. Hein. J'ai développé une culture bande dessinée, donc j'ai voulu être auteur de BD. Enfin, j'ai voulu me former à l'écriture de scénarios de BD. Ce que j'avais jamais fait. J'ai toujours eu une certaine distance vis-à-vis de l'image.
Alors que par mes études, Sciences Po, etc., j'ai toujours bien aimé écrire, mais l'image, j'étais pas à l'aise. Mhm. Et donc j'ai suivi ce cursus d'auteur de bande dessinée, donc scénariste. Ok. Pas de dessin, hein, parce que je sais pas dessiner. Et en fait, ça a abouti quelques mois plus tard, en fait c'était quasiment en même temps d'ailleurs, à cet élan de publication sur LinkedIn. Et je crois que c'est le résultat d'une prise de conscience justement du potentiel de l'image associée à un texte. Parce que la BD, c'est un peu ça. Totalement, ouais. Et donc, du coup, mes publications sont mises attachées de l'importance à l'image elle-même. Donc, mes sources d'inspiration, la façon dont je vais orienter mes réflexions dans mes publications quotidiennes sur LinkedIn est aussi liée à l'esthétique du visuel. Donc, du coup, en gros, je vais parfois chercher un visuel. Prenons, j'en sais rien. Là, j'ai trouvé une très très belle carte en relief de la Jamaïque. Donc, Ok. je sais pas quand, mais dans les prochaines semaines, je vais faire un post, je vais réfléchir à l'histoire de la Jamaïque, qui a eu une histoire incroyable et qui est aussi un lieu, une terre, une île qui est extrêmement inspirante en termes de géologie, de végétation, d'histoire. Enfin, il y a plein de choses à raconter sur la Jamaïque, mais pourquoi est-ce que je vais faire ça? Parce que j'ai un très beau visuel. Donc, je pars souvent, parfois, de l'image que j'ai, et puis ensuite, comme je peux raconter des choses moi qui me passionnent ou apprendre des choses sur à peu près n'importe quoi, Ouais. parce que c'est la curiosité quand même qui est mon moteur principal. C'est surtout du visuel que je pars. Voilà. Ça, c'est pour mes publications. Bon, tout ça m'amène à une réflexion sur la production de contenu. Sur ces sujets-là, écologie, territoire, climat. Mhm. On m'a proposé cette année, suite à ces publications, un grand nombre de projets dans le domaine de l'édition, donc livres, bandes dessinées. Ouais. Beaucoup de gens me demandent de faire un atlas. D'accord. Qui rassemblerait Ouais, toutes tes cartes un et peu, ouais, un peu. illustrations. Donc ça, j'ai vraiment une demande forte là-dessus, donc je pense que je vais le faire. J'espère pouvoir le faire. T'as anticipé une de mes questions qui était quels sont tes prochains projets? Donc vas-y, je te Ouais, laisse j'en ai plein. dérouler. Ouais. Bah, en gros, on m'a proposé une dizaine ou une quinzaine de projets. Alors parfois, c'est des propositions du type il faudrait que tu fasses ça. Parfois, c'est des éditeurs ou des producteurs qui me disent et si on faisait ça. Donc il y a plein de projets aussi au niveau film, hein, parce qu'il y a quand même cette croyance, et c'est pas rien, de la part du public, de l'audience, les personnes qui lisent mes publications, que le média aujourd'hui qui marque le plus les esprits, c'est quand même le cinéma. Donc la vidéo ou vraiment le cinéma, Le le cinéma. film? Ok. Le cinéma reste quand même un vecteur d'imaginaire colossal aujourd'hui. Donc par exemple, voilà, j'ai cette réflexion, est-ce qu'un jour je ferai un film de fiction cinéma? J'adorerais. Mais comment on fait? Donc là, et puis on me pousse aussi à, comme je fais beaucoup de conférences cette année, j'ai fait 35 conférences dans des entreprises ou auprès d'organisations publiques, donc j'ai un peu ce côté aussi scène à raconter une histoire en 45 minutes ou une heure ou une heure et demie, ou instruire ou former ou donner à voir quelque chose de différent. Donc il y a certaines personnes qui me poussent aussi à faire des tournées un peu de conférences, spectacles, pour aller sensibiliser, inspirer. Donc j'ai une réflexion en ce moment sur la création de contenu, la façon de le diffuser. Je travaille aussi avec France Télévisions sur la façon dont ces enjeux scientifiques sont diffusés sur ces chaînes, ces D'accord. médias de grande écoute. Donc je suis en train d'entrer, là, au bout d'un an, Ok. dans une réflexion vraiment concrète sur la façon dont on en parle de tout ça. Cet équilibre entre science et émotion, en gros. Donc, voilà. Donc j'ai pas mal de projets qui vont se diriger, je pense, vers la création de contenu, podcast aussi, Pourquoi pas? livres, atlas. Faudrait que un jour j'écrive un essai aussi de sciences humaines, un peu, hein, qui correspond au cours que je donne sur la programmation du monde, l'invention du monde, le rapport technologie-territoire, tout ça. Faudra que je pose à un moment donné sur un livre mes idées, quoi. Ouais, on sent que effectivement la liste de projets est longue. Et si on revient un petit peu dans le passé, donc tu finis tes études, tu commences ta carrière. J'ai lu dans ta biographie notamment qu'il y avait une année qui était marquante pour toi, c'est 2015. En fait, j'essaie juste de comprendre qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu t'es pleinement engagé et ensuite que tu as décidé de te lancer dans cette production de contenu. Quelles ont été les grandes étapes qui ont marqué ton chemin?
Alors, côté biographique, en effet, j'ai eu une transition de phase en novembre 2015. Transition de phase, c'est le terme qui est employé en physique, par exemple, pour décrire le changement d'état de l'eau. Oui, ok, ça me rappelle des cours de physique, effectivement. Ouais. Donc, par exemple, l'eau, jusqu'à 99 degrés, elle ne bout pas. Mhm. Et à 100 degrés, elle bout. C'est la transition de phase, mais bon, elle est quand même passée de 0 à 99 degrés. Ouais. Donc, en gros, moi, j'ai eu, au cours de mon existence, des expériences qui m'ont conduit à un moment donné où j'ai changé d'état, où je suis arrivé à 100 degrés, quoi. Ce qui ne veut pas dire que tout est arrivé d'un coup. Il y a eu un processus progressif. Mais en effet, c'est en novembre 2015 que moi, j'ai vraiment acté que je voulais consacrer ma vie à ces sujets-là. Moi, je suis diplômé à l'origine d'école de commerce. L'école de commerce de Reims. Ouais, on a fait la même d'ailleurs. Voilà, l'école de commerce de Reims, diplômé il y a une vingtaine d'années maintenant déjà, parce que j'ai 38 ans. Pas 20 ans, mais 15 ans. Ensuite, j'ai passé les concours de Sciences Po à Paris, parce que je voulais travailler sur ces questions un petit peu de politique, d'enjeux publics. Donc j'ai fait le cursus de master affaires publiques à Sciences Po à Paris, qui m'a ouvert de nouveaux horizons. Hein. J'ai vraiment adoré cette école. Et 10 ans après, j'ai repris des études en anthropologie, après avoir fait 10 ans dans des entreprises. Donc ma première partie de vie, c'est vraiment de travailler dans des entreprises. J'ai commencé par du conseil, plutôt ressources humaines, pas que. J'ai travaillé beaucoup dans le conseil en stratégie, Ok. entrecoupé de temps de découverte du monde. J'ai travaillé pendant 2 ans une première fois, puis ensuite je suis parti tout seul avec mon sac à dos jusqu'au sud du Maroc, en passant par l'Espagne, etc. Ça a été mon premier grand voyage. Ensuite, après mon deuxième boulot, je suis parti en Chine, au Tibet. J'ai exploré un peu cette région du monde pendant près de 6 mois. Ensuite, j'ai été vivre 1 an et demi en Italie, à Rome, Ok. qui m'a aussi donné un regard sur les grands élans, les grands mouvements de civilisation, les rapports entre l'Orient et l'Occident. Ça fait partie des fondements de mon regard, et qui m'a conduit vers l'anthropologie aussi. Mais des gens comme Corto Maltese, par exemple, dans mon adolescence, cette BD-là, Mhm. je la conseille à tout le monde. On la mettra dans les Il y notes a de 14 l'épisode. épisodes. Ok. Ça continue à être produit par des continuateurs d'Hugo Pratt encore de nos jours. M'ont conduit à novembre 2015, le mois où j'étais de retour à Paris. Je travaillais dans le conseil en stratégie, auprès de sociétés de conseil en stratégie et du numérique, où s'est produit la COP21. Oui. Novembre 2015. Le plus grand rendez-vous international de l'histoire de l'humanité. Je veux dire, c'est la seule fois où tous les chefs d'État de la planète sont convoqués pour se mettre autour d'une table. Mhm. Ça ne s'est jamais produit. La mondialisation politique est très récente. Hein. L'ONU, c'est que les années 40-50. Eh bien, c'est, depuis la naissance de l'ONU, l'événement planétaire le plus colossal qui ait jamais été organisé, la COP21 à Paris. Ouais, l'événement historique. Ouais, c'était vraiment un très très gros truc. Et moi, je vivais en couple avec quelqu'un qui bossait pour les Nations Unies, une jeune femme irakienne, britannique, si elle m'entend. Et en gros, elle a préparé la COP21, donc moi, j'étais un peu acculturé à ces sujets-là, sans trop être dedans. Tu vivais un peu les coulisses en fait. De la Moi, COP21. je vivais un peu les coulisses, j'entendais parler des enjeux. Elle a travaillé pour un organisme qui s'appelle I4C, Institute for Climate Economics, qui est basé à Paris. 2 semaines avant la COP21 et les attentats du Bataclan. Mon frère vivait au cirque d'hiver, donc j'ai été touché personnellement parce que j'ai eu très très peur ce jour-là des conséquences sur ma famille. Les lieux qui ont été touchés, c'était vraiment des lieux que je fréquentais très régulièrement. C'était vraiment des lieux d'attachement autour du canal Saint-Martin, de Charonne, etc. Donc j'ai été très touché par cet événement. J'ai démissionné le lundi qui a suivi les attentats. Ouais. Et pendant les 15 jours qui suivaient, j'étais obsédé par la COP21 et par ce moment qui était en train de se produire. Et il fallait que quelque chose se passe. Donc je suis allé dans la rue pour manifester pacifiquement mes premières manifestations. Je n'ai pas été un grand manifestant dans ma vie, mais... Mhm. Et puis c'était une époque où il y avait un couvre-feu terrible. Cette manifestation a été interdite. Il y a eu beaucoup de violence dans la rue. Donc c'était une manifestation contre Non, pour la COP21. Ouais, qui était ok. prévue depuis très très longtemps. Et c'était une manifestation pacifique pour donner de la visibilité à la COP21, D'accord. en gros.
puis c'était vraiment très famille, hein. Il y avait des enfants, des grands-parents. Et compte tenu du contexte, parce qu'il y avait eu 2 semaines avant les attentats, ça a été très très violent. Et ça a été... moi, je ne l'ai pas vécu comme le méchant gouvernement qui nous agresse. J'ai plutôt vécu comme il y a quelque chose qui se cristallise d'historique à ce moment-là. Ouais. Et je l'ai intégré dans ma vie. Donc ça a été mon catalyseur à moi. Et donc j'ai changé de trajectoire professionnelle. J'ai décidé vraiment de me consacrer à ces enjeux, à la croisée de la technologie, du numérique, de l'écologie. J'ai travaillé pour une société qui me donnait l'occasion de réfléchir à ces sujets-là. J'ai commencé à enseigner. 2016, j'ai toqué à la porte de Sciences Po pour dire voilà mon histoire, voilà mon regard. Est-ce que ça vous intéresse que j'enseigne ? Une personne qui s'appelle Henri Bergeron m'a proposé d'enseigner. Ça a commencé comme ça. En fait, on m'a fait confiance pour commencer à développer mon regard personnel en disant ok, ton regard a une valeur, partage-le. Ouais. Et le fait qu'on m'ait fait confiance comme ça au départ, ça m'a permis, 7-8 ans après, de pouvoir le diffuser un peu à droite à gauche, de donner des conférences, d'écrire des choses et d'être un peu écouté, ou en tout cas de stimuler des réactions qui créent une audience. Et puis qui me permettent moi aussi de tester des messages, de voir comment est-ce que je peux parler à certaines personnes. Parfois je suis au contact de climato-sceptiques, voire même de climato-négationnistes, des gens qui sont vraiment durs, qui sont des ouvriers dans les entreprises dans lesquelles j'interviens, ou parfois des grands dirigeants dans des conseils d'administration du CAC 40. Ça arrive aussi, des gens qui ne croient pas du tout aux enjeux du carbone, qui sont vraiment dans des postures de croyance très très dures. Et moi j'essaye au début, j'étais vraiment dans les milieux un peu écolos. Et en fait, j'ai réalisé que j'avais plus d'effets en allant justement dans les territoires de croyances qui en étaient éloignés. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt sur ce terrain-là que je vais. Entreprise, territoire. C'est ce qui m'anime. Et puis donc voilà, j'ai lancé le Printemps écologique avec Anne Lecor, Erwan Panier en 2018, donc plutôt pour ramener toutes ces questions dans le dialogue social. C'est le COP avec Maxime de Rossolan et Arthur Levaillant chez moi en Bretagne, à Vannes, sur le golfe du Morbihan, qui se développe. C'est la 2e année là. Ouais. Donc j'imagine que tu as des commandes de croisière pour cet été. Oui. Alors moi, j'ai vraiment lancé la machine pendant 6 mois, créé la structure juridique de coopérative d'intérêt collectif. Aujourd'hui, je suis au conseil de surveillance, donc il y a vraiment une équipe de salariés qui travaille sur l'animation, de la vente des billets, de la gestion de la flotte, etc. Donc je suis plus vraiment dans l'opérationnel, je suis de loin le projet. Par contre, tu as quand même lancé et fait j'ai créé la coquille et développé une vision du projet qui vit sa vie. Et c'est un petit peu pareil pour le Printemps écologique aussi, où j'ai beaucoup travaillé sur le lancement, le début. Et là, maintenant, il y a des salariés, ça vit sa vie. Tu peux peut-être juste en 2 mots nous expliquer ce que c'est le Printemps écologique ? Le Printemps écologique, ça part de l'idée que les entreprises jouent un rôle crucial dans notre impact collectif sur le territoire, et que ça passe par un équilibre entre technologique, écologique et social. Je suis parti du principe, au travers de mes cours, que les choix technologiques qu'on fait ont un impact social. C'est pas nouveau. Et alors les premiers grands mouvements sociaux liés au métier de fil à tisser, par exemple, en Angleterre, ils s'appellent les Luddites, sont liés à des choix technologiques qui ont généré des grèves, des mouvements sociaux. Donc en fait, il y a une corrélation directe entre choix technologiques et conditions sociales. Mais la corrélation entre orientation technologique et impact écologique, il est aussi évident. Oui. On le sait bien qu'un des problèmes écologiques, c'est parce qu'on choisit telle technologie qui ont tel impact sur le territoire. Et la corrélation entre écologique et social, c'est encore un petit peu plus faible là. Et donc nous, on s'est dit, on veut vraiment amener la question écologique dans le dialogue social. Pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas une question de négociation sociale dans les entreprises ou dans les administrations en intégrant justement la dimension technologique ? Et donc on est parti de là, on a regardé ce que c'était que le dialogue social, on a vu qu'il y avait un type d'organisation qui s'appelle syndicat qui a le monopole des négociations collectives. Donc en fait, il ne peut pas y avoir une autre organisation qui anime le dialogue social dans une entreprise ou dans une administration. C'est un statut, loi 1884. Donc on s'est dit, créons un syndicat. Il y a certaines personnes qui disaient, on n'a pas très envie de créer un syndicat, c'est un peu à l'ancienne. Et nous, on s'est dit, au contraire, essayons de dépoussiérer cette dynamique-là, ce type de structure,
Et puis aujourd'hui, on se retrouve 2-3 ans après à avoir plutôt un rôle d'aiguillon et peut-être de modèle où on stimule un peu les grandes centrales syndicales qui se disent il faut qu'on change, il faut qu'on intègre ces sujets-là Ah parce oui, que ok, marrant. ouais, Ouais. parce que on a une toute petite audience, on a quelques milliers de personnes qui s'intéressent à nous, alors que la CGT, la CFDT, ils ont 500 000 adhérents, 300 000 adhérents, pas du tout les mêmes dimensions, mais au moins on a un rôle d'aiguillon, quoi. Ouais, donc la CGT et les grands syndicats vous regardent. Bah, ils font semblant de pas nous regarder, en vrai, en disant ils sont tellement petits, on va pas les regarder. Mais en fait, je pense qu'on on a au moins ce rôle-là, qui est celui d'amener une question nouvelle, de la traiter différemment, peut-être aussi d'amener d'autres générations à la question syndicale, sans avoir l'objectif de prendre les places de la CGT et de la CFDT dans cette démarche très compétitive qui existe dans le milieu syndical des sièges. Et de cette guerre un peu interne, intestinale. Non, c'est pas du tout notre objectif. On a plutôt envie d'avoir un effet un peu transformateur. Ça, c'est le printemps écologique qui a fait déjà des choses, notamment une boîte à outils pour les salariés. Comment est-ce qu'on peut amener des logiques juridiques, des contraintes juridiques à l'intérieur de l'entreprise? Ce qu'on voit, c'est que les directions sont plutôt preneuses de nouveaux leviers de négociation, de construction d'un rapport de dialogue social qui soit sain, qui soit certes conflictuel, parce qu'on est dans un rapport de force, dans une négociation, mais qui soit aussi sur des champs nouveaux, sur des champs constructifs. Ouais. C'est intéressant à voir comment ça évolue. On est sur un temps très long. La CGT, ça a plus de 150 ans pour arriver où ça en est aujourd'hui. Donc créer un syndicat from scratch comme ça, en partant de zéro, personne parmi les fondateurs de l'initiative n'avait l'ambition de faire une différence en 5 ans, quoi. Ouais. Donc on est sur un temps long, c'est une graine qu'on a plantée et on va voir ce que ça va donner. Ça c'est pour le printemps écologique, c'est le COP, j'en ai un petit peu parlé. Et puis après, Alma Mater, donc la structure par laquelle je travaille sur la relation au territoire avec les entreprises. Je fais de la conférence, j'ai développé un certain nombre de conférences que j'ai écrites. Et puis je fais de la formation beaucoup, donc dans les écoles. On parlait tout à l'heure de ces simulations de sommet de la Terre, de COP que je fais avec des promotions entières d'étudiantes, avec une dynamique jeu, avec une dynamique éloquence aussi, j'aime bien faire ça. Et puis aussi des ateliers, de la formation sur territoire, l'intégration des enjeux de territoire à la RSE par exemple. Voilà, j'aime bien construire une approche pédagogique. Je travaille avec d'autres personnes, je ne suis pas tout seul pour faire ça. Oui, j'imagine bien. Sur le conseil aux entreprises et aux administrations. Voilà un petit peu l'ensemble de ce que je fais aujourd'hui. Et puis l'avenir, c'est les prochains mois, c'est vraiment un travail sur les contenus, la création de contenu. Donc je pense que je vais ouvrir la possibilité de faire de la production déléguée. Ça veut dire en gros d'être à l'initiative de la production de nouveaux contenus, pas forcément la réalisation. C'est le modèle de la coquille dont tu parlais tout à l'heure avec Selcop. Où tu crées la coquille j'aime bien et l'escargot avance. Ouais, la coquille ou le code source, quoi. Ouais. Le code source d'une initiative qui ensuite se développe et a la capacité à générer des effets, de faire une différence dans un sens qui me semble être souhaitable ou désirable. Super, écoute, merci Maxime pour l'explication de ton parcours. Je trouve ça assez fascinant de voir à quel point effectivement toutes tes expériences tournent autour de ce triptyque qui ne te quitte pas et on sent que tout ça fait beaucoup de sens. En plus, ce podcast se finit avec ta présentation, donc je trouve ça génial parce qu'on a un petit peu renversé les codes. Et moi, j'aime beaucoup ça. Est-ce que tu veux conclure cet épisode? Est-ce que tu as un mot à adresser à nos auditeurs? Je termine souvent mes conférences par un mantra que je peux partager ici sur ces questions de territoire et d'écologie. Pour moi, chacun peut réfléchir à la façon d'élever sa conscience du territoire, donc peut-être dans une approche de lucidité. Donc lucidité. Mais cette lucidité qui a plutôt tendance à être anxiogène, qui a plutôt tendance à générer des émotions négatives aussi, il faut la compenser avec un travail sur la confiance. La confiance en l'humanité, la confiance en l'avenir, confiance en notre capacité à changer, à résoudre des équations par une plasticité, par une capacité d'adaptation, qu'on peut résumer par une forme de curiosité. Comment on résout l'équation entre lucidité, regarder les choses en face, et confiance, croire en l'humanité et à son avenir, sans doute par la curiosité, qui est un élan vers une nouveauté, vers une invention, vers
une capacité à changer qu'on ne soupçonne même pas. Donc voilà, mon mantra, c'est trouver les moyens de réconcilier la lucidité et la confiance. Super, on se quitte là-dessus. Un grand merci Maxime. Merci à vous. C'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous trouverez toutes les références dans la description du podcast et sur le site de SteamShift. À très vite dans un prochain épisode.